Bonsoir à tous. Donc le conseil municipal va être filmé, il sera mis en ligne vendredi. Je souhaite désigner un secrétaire de séance. Je propose d'être secrétaire de séance. 2 fois. Donc, Madame Benoît, pouvoir à Madame Briat. Madame Briat. Madame Calvario. Présente. Madame Chabani, pouvoir à Madame Joran. Madame Chalupé. Présente. Madame Daniel. Présente. Madame Hersan. Là. Madame Joran. Présente. Madame Mbaye. Présente. Madame Monod. Présente. Madame Neveu, pouvoir à Monsieur Collat. Madame Pain. Présente. Madame Papy. Madame Perretto. Présente. Madame Pinson. Présente. Madame Roussel. Présente. Madame Trémolière. Madame Van Elsu. Présente. Monsieur Blondel. Présent. Monsieur Bouffel. Monsieur Collat. Monsieur Koulibaly. Monsieur Dartois. Monsieur Ferloni. présent. Monsieur Grillat. Monsieur Jarry, pouvoir à moi-même. Monsieur Legendre. Présent. Moi-même. Monsieur Leveigneur, pouvoir à Madame Monod. Monsieur Saintier. Présent. Monsieur Tegershout. Présent. Monsieur Thierry. Présent. Et Monsieur Torel. Présent. Avant de démarrer cette séance de conseil municipal, je souhaite m'arrêter sur un point. Je pense que vous avez tous remarqué l'intitulé du sujet numéro 6. Autorisation à donner au maire aux fins d'ester en justice au nom de la commune. Contentieux spécifique. À la lecture du rapport d'information qui vous a été transmis, vous avez pu constater le caractère sensible de cette délibération. Aussi, en tant que maire, je vous propose de débattre cette délibération à huis clos. En effet, l'article L 2121-18 du Code général des collectivités territoriales précise que les séances de conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, à la demande du maire ou de 3 membres, le conseil municipal peut décider sans débat à la majorité absolue des membres présents ou représentés qui se réunissent à huis clos. La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public. En termes d'organisation, je vous propose que le conseil municipal se déroule comme d'habitude, jusqu'aux questions diverses, mais que nous évoquions en toute fin de conseil le point numéro 6, sans la présence du public et de la presse. Je soumets donc au vote le fait de débattre à huis clos la question numéro 6, autorisation à donner au maire en fin d'ester en justice au nom de la commune, contentieux spécifique. Je prends la parole. Alors non, c'est très surprenant, puisque vous connaissiez l'ordre du jour, c'est vous qui l'avez rédigé, et je trouve ça très surprenant que vous souhaitiez un huis clos pour simplement acter le fait que la commune du Val d'Azay envisage de déposer plainte avec constitution de partie civile contre un de ses agents. Donc je n'y suis pas du tout favorable, je mets en doute la légalité de l'opération, étant donné qu'on n'était pas prévenu, étant donné que le huis clos est strictement restreint par le juge administratif, vous le savez très bien. C'est pas un cas, vous l'aviez fait quand vous avez démis de ses fonctions Madame Calvario, ça n'était pas non plus régulier, personne n'a contesté, donc bien évidemment c'est passé. Là bien évidemment vous allez fragiliser, y compris la procédure pénale, puisque si nous débattons à huis clos, que nous n'allons pas débattre des faits, nous allons simplement débattre de l'opportunité pour la commune de déposer ou non une plainte avec constitution de partie civile, donc je ne vois pas ce qu'il y a de caché au public, et je ne vois pas pourquoi la presse serait exclue de cela. Monsieur le maire, il y a un règlement qu'on a signé qui dit que les gens ne prennent pas la parole mais vous la demandent. Et je vous signale que dans le règlement, c'est bien spécifié. Ça tombe bien, vous Monsieur venez prendre la Tagardou, parole sans taisez-vous, demander monsieur Tagardou, l'autorisation. s'il vous plaît, je ne vous ai pas coupé. Stop. Je ne vous ai pas coupé. Dans le règlement dit bien que la parole, on ne la prend pas, on la demande en conseil municipal.
Donc je pense que M. Tagarzou, il est comme les autres, il doit la demander et non la prendre de lui-même. Je vais répondre parce que je suis. Donc effectivement, j'ai demandé la parole. C'est sur l'ordre du jour. Vous du avez conseil dit que vous municipal. preniez la parole, vous n'avez pas demandé. Non, s'il te plaît. Je vous ai pas demandé de commentaire, monsieur Thierry. Je réponds au maire. Simplement, j'ai pris la parole puisque vous modifiez l'ordre du jour du conseil municipal. Donc c'est pour cette raison que je vous fais part de mes observations, qui seront évidemment transcrites sur le procès verbal. Et bien évidemment que si jamais il va y avoir un incident quant à cette délibération particulière et sensible, bien évidemment que les arguments que j'avance seront bien évidemment utilisés probablement par la partie mise en cause. Je prends note et je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des Je votes vous demande contre? de suspendre la séance pour en discuter. Je suspends la séance. Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? 4. Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Donc affaire générale. Le premier point, approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 30 mai 2023. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Rien, donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? J'étais absente. Une abstention. C'est pas une abstention, c'est une prend pas part au vote. Je prends pas part. Donc point numéro 2. Demande de garantie d'emprunt du logement familial de l'Eure. Réhabilitation de 84 logements. Rapporteur, je vous passe la parole à Madame Rousset. Le bailleur social Logement Familial de l'Eure réalise des travaux de réhabilitation de 84 logements répartis dans 5 bâtiments collectifs situés rue Résidence Paul Méchin. Les travaux de réhabilitation consistent en mise en place d'une isolation par l'extérieur, remplacement des menuiseries extérieures, pose de persiennes PVC intégrées sur menuiserie des loggias et pose de volets roulants électriques, création de sas à l'entrée des halls, remplacement des VMC, remplacement des portes palières des logements. Aujourd'hui, le logement familial de l'Eure a finalisé le montant des emprunts de l'opération à 2 635 000 €. Le logement familial de l'Eure a souscrit ses emprunts auprès de 2 organismes bancaires tels que définis ci-après. Un prêt PAN éco-prêt de 1 260 000 €, durée 20 ans, indexé sur le livret A- 0,45%, auprès de la Caisse des dépôts signés sous le contrat de prêt 146 417. S'agissant d'un emprunt auprès de la Caisse des dépôts, celui-ci doit être garanti en intégralité. Cette garantie est apportée à hauteur de 20% par la commune du Val d'Azé, 40% par l'agglomération Seigneur et 40% par le conseil départemental de l'Eure. Un prêt PAM complémentaire de 1 375 000 €, durée 20 ans, indexé sur le livret A plus 0,25%, auprès de la Caisse d'épargne Normandie. S'agissant d'un emprunt auprès de la Caisse d'épargne Normandie, celui-ci n'a pas besoin d'être garanti dans son intégralité, mais doit présenter une garantie minimale de 30% qui sera couverte par le conseil départemental. Pour permettre au logement familial de l'Eure de mobiliser les fonds, la commune doit transmettre à la Caisse des dépôts la délibération de garantie d'emprunt pour le prêt de 1 260 000 € la concernant. Vous trouverez en annexe contrat de prêt de numéro 146 417 signé entre le logement familial de l'Eure et la Caisse des dépôts et consignations, ainsi qu'une présentation détaillée du projet du logement familial de l'Eure. Des questions? Ouais, j'ai une question. Tu as parlé de Décrocher le micro. travaux, Ton micro. pardon. Oui, tu as parlé de travaux extérieurs au bâtiment. Oui. Et est-ce qu'il y a des travaux intérieurs prévus dans ces bâtiments? Oui. Ah oui? Oui. Oui.
Oui. Oui, intérieur et extérieur. D'accord. Voilà. Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point numéro 3. Achat d'une partie de la parcelle 022 AK 004 à la SNCF. Et je passe la parole à Monsieur Lejeune. Alors, je vous indique qu'il y a lieu de procéder des régularisations foncières concernant la rue Pierre et Marie Curie. En effet, il s'avère que sur l'emprise de cette rue se trouve sur la parcelle 022 AK 004, une surface de 16 993 m², actuellement propriété de la SNCF. Le plan qui vous est présenté localise la rue Pierre et Marie Curie et montre les incohérences au niveau foncier. Aussi, la présente délibération vise à procéder à une première régularisation qui consiste en ce que la commune fasse l'acquisition d'une partie de la parcelle 022 AK 004 pour une surface de 3717 m². Elle figure en jaune sur le plan, ce qui permettra de récupérer la rue Pierre et Marie Curie sur une emprise communale. Une autre régularisation à venir consistera à ce que la parcelle 022 AK 003, actuellement propriété de la commune, soit revendue à la société LR Logistique. Ce terrain de la commune sert actuellement de parking à l'entreprise. Pour information, le prix du terrain au mètre carré a été estimé par France Domaine à 12 € le mètre carré. La présente délibération ne requiert pas l'estimation des domaines, mais elle permet de fixer un prix au regard du marché. Aussi, il est proposé au conseil municipal de procéder à l'acquisition d'une partie de la parcelle 022 AK 004 pour une surface de 3717 m² au prix de 44 604 €, sachant que l'agglomération procédera ensuite à la remise en état de la voirie, cette dernière desservant une zone d'activité économique. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Taguerseut. Est-ce que c'est lié à l'installation de Carrare de Vigna? Oui. Non, c'est remettre la voirie privée, de récupérer une voirie qui soit communale pour qu'elle soit entretenue. Donc c'est lié à l'installation de Carrare de Vigna ou non? Avant l'implantation de cette entreprise, il était prévu de la récupérer. Depuis que je suis impliqué dans cette commune, c'était une volonté de notre part. Donc ce n'est pas uniquement l'entreprise en question qui nous fait dire qu'il nous faut la récupérer. C'est de mettre dans le domaine communal cette voie qui ne l'est pas aujourd'hui, qui était difficile à acquérir à la SNCF. Vous avez des preuves de ça? Parce que là, je n'arrive pas à comprendre vos explications. C'est lié ou c'est pas Alors, lié à les Carrare de preuves- Vigna? En fait, c'est très simple. Le fait que Carrière de Vigna s'installe, oui, nous entraîne vers ce chemin. C'est une voie. Ok. Donc c'est lié à l'installation de l'entreprise Carrare de Vigna. Ok. Oui, c'était pas l'origine de. Ça le devient, oui. Oui. D'accord. Donc, parce que ça fait des années que c'est comme ça que la commune n'a pas acquis cette parcelle. Et là, on a l'implantation de Carrare de Vigna. Et quelques temps après, on a une délibération pour acheter. Oui, vas-y, Qu'on comprenne bien, que les gens comprennent bien de quoi il s'agit. C'est que la commune va donner de l'argent à la SNCF. J'ai rien contre la SNCF, mais la commune va acheter une parcelle à la SNCF, donc l'argent des habitants pour la SNCF, puisqu'on veut acquérir cette parcelle pour pouvoir, j'imagine, circuler plus facilement Oui, sur cet axe-là. Oui. Voilà, Oui. pour les camions. C'est ça? Pour circuler. Oui, c'est les camions qui circulent à cet endroit-là, il me semble. Alors pour information, la volonté de la collectivité de récupérer cette rue dans le domaine communal, elle n'est pas d'aujourd'hui. Sauf que jusqu'à présent, on a toujours eu des réponses négatives de la SNCF. Depuis que la société Carrière de Vigna s'est installée, lorsque moi le premier contact que j'ai eu avec M. Collin, je l'avais informé de cette servitude que nous avions sur la desserte de l'entreprise. Et lui est rentré en contact avec la SNCF et il nous a servi d'interlocuteur et nous a permis d'avoir une réponse que nous n'avions pas précédemment.
et nous a permis d'entamer les négociations pour pouvoir faire rentrer cette voie dans le domaine communal, ce qui est complètement normal. Puisque avant, nous avions une servitude avec la SNCF pour pouvoir rentrer dans cette entreprise. Et en effet, aujourd'hui, le fait de l'installation de Carrière de Vigna fait que nous devons faire une voirie pour pouvoir desservir l'entreprise dans des bonnes conditions, ce qui n'était pas le cas avant. Puisque cette route qui desservait le site Carré-les-Fouchers n'avait d'utilité que lorsqu'il y avait des inondations, puisque c'est le seul endroit par lequel on peut sortir lorsqu'il y a des inondations. Et cette voirie-là ne servait essentiellement qu'à ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la nécessité que cette voirie rentre dans le domaine communal pour qu'on puisse desservir l'entreprise dans de bonnes conditions et d'y faire une voirie correcte pour desservir l'entreprise. Est-ce que vous avez avec vous des échanges de courrier entre la commune du Val d'Azé ou la commune de Beauvois et la SNCF? Ah, je pense que si on recherche dans les archives, c'est quelque chose qu'on doit retrouver. C'est fort possible. Je veux bien que vous me transmettiez ces documents. Eh ben, on va faire des recherches et j'espère retrouver des traces, mais c'est quelque chose qui est, pour les élus qui sont anciens, c'est quelque chose que l'on connaît depuis un certain temps. C'est l'explication que je vous donnais initialement. Moi qui étais impliqué dans cette commune en 2016, j'entends parler de cette situation depuis 2016. En 2016, on ne parlait pas de Carrière de Vigna. Voilà ce que j'ai expliqué en premier lieu. Le fait que Carrière de Vigna s'installe, effectivement, nous a permis via les contacts de Carrière de Vigna, à obtenir l'acquisition de cette partie de parcelle. Ce que je veux dire, en fait, c'est que c'est dans l'intérêt de Carrière de Vigna, forcément. Non, c'est l'intérêt de la collectivité. L'intérêt de la Quel est collectivité. l'intérêt de la collectivité? Bah, Oui, d'avoir avant que Carrière de Vigna s'installe, c'était notre volonté. Et pourquoi? C'était la volonté d'avoir toutes les rues dans le domaine communal. Ah d'accord. Donc on va acheter les parcelles qui appartiennent à des entreprises privées et on va tout mettre dans le domaine communal. C'est votre projet? Écoutez, oui, quand se crée un lotissement et qu'il est privé dans un premier temps, vous êtes bien placé justement, Monsieur Lejeune, pour en parler, puisque vous êtes vice-président de l'agglomération, chargé des finances. Donc ça va impacter le contribuable. Oui, Parce oui, qu'on va entretenir cette voirie oui, qui n'était pas dans le domaine communal. c'est l'agglomération Seineur. Oui, c'est l'agglomération, mais c'est toujours le même débat, c'est Oui, oui. l'argent de nos impôts. Oui. Peu importe que ce Mais soit l'agglomération ou non. Monsieur Tagarsout, c'est notre volonté d'y aller comme ceci. Oui, oui, moi, vous j'ai n'êtes pas, compris. non, mais Votre vous n'êtes volonté, pas c'est- d'accord avec moi, on Oui. vous explique notre volonté. Oui, bien sûr, je Voilà, comprends bien. on vous montre le chemin qu'on prend. Oui, oui. Vous l'acceptez ou vous l'acceptez pas. Oui, oui, mais moi je vous pose des questions. Oui, je réponds. Je remplis pleinement mon rôle d'élu. Et je réponds. Voilà. Moi aussi. J'imagine que vous n'êtes pas gêné par les questions. Non, Ce sont des questions normales. Hein. oui, Il n'y a pas de difficulté. il n'y a pas de difficulté. Voilà, vous m'avez répondu, je vous remercie. Je vous en prie. On peut passer au vote? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 4 abstentions. Point numéro 4. Recours au contrat d'apprentissage. Je vous expose que l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans, sans limite d'âge supérieur, d'entrer en formation concernant des travailleurs handicapés. Acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration. Que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre. Je rappelle que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui. Ce dossier a été présenté le 27 juin 2023 au CST. Il convient ensuite au conseil municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d'apprentissage. Donc en l'occurrence, dans la commune, nous avons l'habitude d'avoir des apprentis dans les écoles maternelles. Donc dans le tableau que vous avez en dessous, il y a un apprenti dans chaque école maternelle. Et en général, pour pouvoir faire un CAP ou un BP, petite enfance, et au service technique pour les espaces verts, on a l'habitude d'avoir des apprentis, donc nous pouvons en avoir 4, qui sont en formation ou de CAP jardinier paysagiste, ou bac pro ou BP aménagement paysager. Voilà en général, nous avons au maximum 6 apprentis. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a un appel à candidature qui est actuellement en cours pour justement que des jeunes qui habitent la commune puissent postuler? Non, on n'a pas lancé l'appel à candidature. En général, c'est des candidatures spontanées de jeunes de la commune ou de l'extérieur qui viennent nous voir et qui nous déposent leur volonté de faire leur apprentissage chez nous. Et là, les postes sont pris ou il y a des jeunes qui peuvent encore postuler?
Alors là, les postes sont occupés pour l'année, alors je sais pas, je ne saurais pas vous dire lesquels passent leur examen et les postes qui vont se libérer à la rentrée de septembre. Je ne suis pas en capacité de vous répondre. Est-ce que quelqu'un qui est aux affaires scolaires, par exemple, pourrait nous répondre? Non, je pense pas. D'autres questions? Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point numéro 5. Analysation du temps de travail des agents des écoles et cantines. Donc je vous rappelle que la définition du durée et l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l'organe délibérant, après avis du CST. Article 7-1 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 précité. Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail. Article 4 du décret numéro 2000-815 du 25 août 2000 précité. Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d'accomplissement du temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la réglementation sont respectées. Donc, la durée annuelle légale du travail pour un agent travaillant en temps complet est fixée à 1607 heures, soit 35 heures hebdomadaires. La durée quotidienne du travail d'un agent ne peut pas excéder 10 heures. Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que les agents ne bénéficient d'une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes. L'amplitude de la journée de travail ne peut pas dépasser 12 heures. Et les agents doivent bénéficier d'un repos journalier de 11 heures au minimum. Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut pas dépasser 48 heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Les agents doivent disposer d'un repos hebdomadaire d'une heure au moins, égale à 35 heures et comprenant en principe le dimanche. Donc je vous rappelle en outre que l'annualisation du temps de travail est une pratique utilisée par des services alternant des périodes de haute activité et de faible activité. Donc l'annualisation du temps de travail répond à un double objectif. Premièrement, de répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et de libérer pendant les périodes d'inactivité ou de faible activité. Et de maintenir une rémunération identique tout au long de l'année, c'est-à-dire y compris pendant les périodes d'inactivité ou de faible activité. Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l'agent, dont le temps de travail est annualisé, pendant les périodes de forte activité, seront récupérées par ce dernier pendant les périodes d'inactivité ou de faible activité. Je vous rappelle enfin que pour des raisons d'organisation et de fonctionnement des services, et afin de répondre au mieux aux besoins des usagers, il convient en conséquence d'instaurer pour certains services des cycles de travail annualisés, donc pour les écoles et les cantines. La présentation du projet d'annualisation est jointe en annexe. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai lu avec attention le procès verbal du CST. Par contre, j'ai pas vu de débat entre les représentants du personnel et les représentants de la collectivité. Est-ce que c'est quelque chose qui est accepté par les agents dans la collectivité ou non? Alors, oui, je vous réponds oui à la question. En fait, ce qui a été fait, c'est que quand on a travaillé sur la mise en place de cette analysation, le travail a été fait avec les agents pour leur présenter ce qu'on souhaitait mettre en place et comment. Certaines remarques ont été faites, certaines modifications sur le projet global a été fait avant qu'il arrive au CST. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de débat, puisque le débat avait eu lieu avant. C'est un peu gênant parce que ça veut dire qu'on a des échanges entre l'autorité territoriale, c'est-à-dire le maire, et les représentants du personnel, mais qu'il n'y a absolument rien qui l'établit. Et donc, comment, quand on est élu, on peut prendre une position au conseil municipal alors qu'on ne sait pas s'il y a eu des questions, des inquiétudes. Donc je me permets sur cette délibération aussi d'accentuer sur quelque chose. Vous avez fait appel à l'entreprise Métasens, puisque des difficultés au sein du personnel ont lieu. Est-ce que ça s'est amélioré depuis? Est-ce qu'il y a toujours autant d'arrêts de travail? Est-ce qu'il y a encore un mal-être présent au sein de la collectivité? Écoutez, nous aujourd'hui on ressent une amélioration. Le travail de Métasens a en effet eu lieu depuis maintenant plus d'un an.
les choses, enfin, le ressenti qu'on a, c'est que les choses s'améliorent. Pour revenir sur cette délibération, c'est un travail que l'on fait avec les élus du personnel. On a pris cette habitude de travailler, en l'occurrence sur ce dossier, lorsque la personne qui s'occupe qui a été l'interlocutrice des personnels des écoles a travaillé sur ce dossier d'anonymisation. On a eu, comme je vous l'ai dit, un certain nombre de remarques qui ont été faites, qui ont été prises en compte et mises dans le projet définitif qu'on vous présente ce soir. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, observations? Oui. Alors moi, je me pose la même question, ce qu'en pensent les agents, parce qu'on a très peu de retours. Alors dans le comité, le rapport du comité, j'ai pu noter que M. Louis, par exemple, dit qu'il va falloir informer les directeurs et directrices. Donc je suis surprise qu'il faut les informer s'ils sont déjà au courant. Mais en l'occurrence, l'annualisation, on parle du personnel communal. On ne parle pas des instituts. Les instituts, le corps enseignant qui est en face du personnel communal, il va travailler avec le personnel communal qu'on lui met à disposition. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est le travail du personnel communal hors du temps scolaire dont on parle. Oui, mais on ne parle pas du temps scolaire. C'est lié. Donc pourquoi ils vous demandent d'informer les directeurs et directrices? Bien évidemment que là, on met l'annualisation en place et on a informé les directrices qu'il y aurait certainement certains changements sur la façon dont fonctionnent les agents qui travaillent avec elles. Mais en l'occurrence, on ne parle pas du temps scolaire. Le temps scolaire, ça ne changera rien. On parle du temps périscolaire, c'est-à-dire le temps où les ATSEM font le ménage dans les écoles et sur le temps du midi, sur la pause méridienne. On ne parle pas du temps scolaire, ça ne change rien sur le temps scolaire. Non, mais ça, on a compris, c'est la garderie, la cantine, etc. Voilà. Ça fait partie du temps scolaire. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de retours au niveau des agents, je trouve, on ne sait pas. Mais écoutez, vous êtes élu, vous avez la possibilité d'aller voir les agents et leur poser la question. Oui, en ayant l'ordre du jour 4 jours avant, c'est clair que c'est très facile. L'ordre du jour, vous l'avez eu sur le temps réglementaire, une semaine avant. Comme tout le monde. Non, pas comme vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Ça fait 3. 2 ou 3? 3. Merci. Donc nous allons passer aux questions diverses. Donc dans les questions diverses, il y a la décision 8/2023. Donc la commune dispose de 3 véhicules au service technique qui présentent des montants de réparation tels que la collectivité n'a aucun intérêt à les faire réparer. Aussi, ces 3 véhicules sont cédés pour un montant total de 1 300 € au garage hors prépare auto, situé 15 rue des 4 Saisons à Aubevoie. Donc il y a un Citroën pour 200 €, il y a un Hyundai pour 600 € et un Roadmaster pour 500 €. La décision 9/2023 de conclure et de signer l'avenant numéro 1 au lot 11 au marché des travaux pour l'extension de la réhabilitation du centre culturel Marcel Pagnol concernant le lot 11 VRD, aménagement extérieur, attribué à la société SARL Verlienne Terrassement pour un montant supplémentaire de travaux de 4 549,38 €, soit 5 459,26 TTC, avec l'ajout de prestations visant à améliorer l'éclairage public autour du bâtiment, fourniture et pose de fourreaux complémentaires, pour modifier et compléter le réseau d'éclairage public existant et raccordement pilotage depuis le CMP. Le montant du lot suite à l'avènement numéro 1 passe de 158 465 à 163 015 hors taxe. L'information, c'est qu'en fait, on profite des travaux autour de l'ECMP pour modifier la gestion de l'éclairage public autour de l'espace culturel et sur le parking. Avec cette modification, on aura la possibilité de gérer l'éclairage pour les soirées de spectacle, pour pouvoir éclairer et les abords de la salle et le parking au-delà de l'heure de l'arrêt de l'éclairage public qui est 23 h. Et la dernière information que je souhaitais vous donner, qui n'était pas dans les affaires diverses, c'est un retour qu'on a de Maître Bidon au sujet de l'achat des parcelles pour pouvoir avoir l'extension du cimetière de Vieux-Villiers. Donc la réponse de l'étude de Maître Bidon: je fais suite à votre courrier en date du 20 juin dernier et vous informe avoir désarchivé celui-ci au sein de mon étude.
Il résulte de la lecture des pièces de ce dossier que le motif d'archivage de celui-ci est l'absence de régularisation de l'attestation immobilière après le décès de M. Pierre Quillet, laquelle est impérative et préalable à la régularisation de l'acte de vente visé en objet. Information qui a été adressée par courriel par ma collaboratrice à votre secrétariat le 12 mars 2020. Néanmoins, je vous informe avoir été interrogé ce jour même mon confrère en charge de ce dossier de succession afin de savoir si cet acte a pu être régularisé depuis ou à défaut les raisons qui s'y opposent. Et je ne manquerai pas de revenir vous informer de ma réponse en temps et en heure. Voilà. D'accord. Vous pouvez me faire parvenir ce courrier? Pas de souci. Merci. Donc je vais demander aux spectateurs et aux journalistes de quitter la salle. Attendez, c'est des questions diverses, c'est le moment où on pose des questions, monsieur Collet. Ah oui, oui, oui. Pas de souci. Je vous le dis avant qu'on rende la séance à huis clos. Suite au décès lors d'une intervention de police du jeune Naël à Nanterre, quelles ont été les actions de la collectivité pour prévenir des exactions dans notre commune? La seule mesure qui a été prise, c'est, on est en contact permanent avec la gendarmerie depuis jeudi de la semaine dernière, au méfait qu'il y a eu sur la commune de Gaillon. Nous sommes en contact assez régulier et la seule mesure qui nous a été demandée, c'est de rallumer l'éclairage public sur les zones commerciales et d'activité pour pouvoir permettre d'aider le travail de la gendarmerie et des gens qui surveillent. Donc chose qui a été faite, je crois que c'est samedi dans la journée, l'entreprise a réallumé l'éclairage public. C'est la seule chose que nous avons mis en place. D'accord. Est-ce que dans la commune, il y a eu des dégradations, des atteintes aux policiers municipaux, par exemple, ou aux gendarmes, à votre connaissance? Rien du tout. Nous avons la chance qu'aucun problème n'a eu lieu sur la commune. Très bien, je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors moi j'ai toujours la même question concernant les lampadaires solaires de Vieux-Villers parce qu'il a été bien vérifié qu'ils ne fonctionnaient pas à la dernière réunion. Mais les lampadaires solaires qui ont été posés sur la 6015, ils servent aux enfants à aller au bus et à repartir du bus. Mais si, je vous ai répondu ça dès le début. Je demande juste s'il fonctionne. Mais bien sûr qu'elle fonctionne. Bah non, bah non. Non, il ne fonctionne pas. Joël habite devant. On n'arrête pas de vous le dire. Vous m'avez dit à la dernière réunion que vous alliez faire intervenir une entreprise. On l'a fait. Sauf qu'en ce moment, aux heures où on leur demande de fonctionner, il n'y a pas besoin de lumière, donc ils ne fonctionnent pas, c'est logique. Les autres se mettent en route. Parce que les autres, ils ne sont pas gérés de la même façon. Ah, c'est pas la même. Ils ne sont pas reliés. Non, parce que là, c'est une gestion individuelle de chaque lampadaire. Et là, le matin, avant de 7h30, il fait jour, donc on n'a pas besoin d'éclairage. Et le soir, quand les enfants rentrent de l'école, c'est-à-dire jusqu'à aller, on peut considérer qu'on a besoin d'éclairage jusqu'à 20h, il fait jour, donc on n'a pas besoin d'éclairage. Et ça paraît logique que ces lampadaires ne s'allument pas. Et ils sont faits pour gérer l'accès, alors sur cette partie de la voirie, l'accès à l'arrêt de bus. Ça, on le sait, mais vous ne comprendrez pas qu'ils se déclenchent pas. Donc, sauf qu'ils ont été réglés pour servir à ce qu'on leur a demandé de faire. La 6015 est éclairée par les lampadaires qui sont sur l'autre côté de la rue. Il y a de l'éclairage de l'entrée jusqu'à la sortie de Vieux-Villers, et les lampadaires qui sont sur l'autre côté de la rue fonctionnent. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir du solaire qui ne coûte pas en électricité s'ils ne sont pas allumés comme les autres. Mais sauf que le souci, c'est que... Pas l'intérêt. Mais je comprends votre remarque. Au prix où coûte un lampadaire, si je me souviens bien, c'est entre 4 000 et 5 000 euros. Oui, je crois que c'est quelque chose dans ces eaux-là. Donc je ne comprends pas pourquoi il sert que l'hiver, 2 heures le matin, 2 heures le soir. Parce que les autres sont reliés sur le réseau global de la collectivité, c'est un réseau existant, et ce réseau-là, il fonctionne. Aujourd'hui, il s'éteint à 22h30 chez vous. Et l'ajout qu'on a fait de l'autre côté, c'est uniquement pour servir pour la desserte des arrêts de bus, c'est tout. Je reste là-dessus. Et à la salle des fêtes, qui va être installée quand? Parce que vous m'aviez promis qu'il y aurait un lampadaire solaire à la salle des fêtes. Vous avez peut-être oublié. Non, je n'ai pas oublié, mais c'est prévu. C'est dans l'investissement de l'année 2023. Et donc, il faut le temps que les choses se fassent. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Donc, nous levons la séance. Et nous allons passer à la partie habituelle.